Les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on continue à évoquer l'Olympique de Marseille avec le mercato qui bat son plein et on va évidemment évoquer un poste spécifique. Je vais essayer de multiplier les vidéos sur l'OM parce que comme je l'ai dit hier sur l'analyse du club de la saison 2025-2026, ça va être une saison très excitante, une saison qui n'a pas été aussi excitante depuis très longtemps maintenant, même si la saison dernière elle avait été excitante au début avec l'arrivée de De Zerbi, mais globalement il n'y avait pas de Coupe d'Europe, le projet était encore assez balbutiement. Là vraiment on est sur une saison, ça va être la confirmation, on est sur une saison où on va voir un peu le niveau des joueurs qui nous ont animés la saison passée et surtout la campagne de Ligue des Champions qui va cristalliser énormément de débats du côté de Marseille, de ferveur et d'émotion, et on va essayer de se spécifier sur un poste précis au fur et à mesure des vidéos à chaque fois pour faire un peu la revue d'effectifs, essayer de dresser les contours de cette équipe et est-ce que l'OM est vraiment taillé pour disputer la Coupe aux grandes oreilles la saison prochaine, cette saison maintenant, tandis que la saison va débuter évidemment le week-end prochain avec le déplacement du côté de Rennes. On va parler d'Ulysse Garcia dans cette vidéo et plus spécifiquement du poste d'arrière gauche du côté de l'Olympique de Marseille parce que c'est assez intéressant là aussi parce que je trouve que c'est l'un des points faibles du mercato de Mehdi Benassia et de Pablo Longoria. Je trouve qu'au niveau de l'axe central, comme je le disais hier, l'OM a su se renforcer. L'arrivée d'Egan Riley, un jeune prospect qui montre que tu es très attractif, en plus tu le prends libre, ça va lui permettre de progresser parce qu'il est encore jeune, d'autant plus qu'il vient pas vraiment avec le statut de titulaire. Facundo Medina qui est vraiment la star de ce mercato au niveau de la défense, il vient pour une option d'achat à 22 millions, donc ça reste un achat assez onéreux, argentin qui connaît bien le vestiaire, qui connaît bien la Ligue 1 aussi, donc là aussi c'est pas mal, joueur polyvalent, on va aussi en parler quand on va évoquer ce flanc gauche parce qu'il peut aussi s'exporter sur le flanc gauche de la défense marseillaise et je trouve que globalement en défense centrale le mercato est plutôt bon, tu as réussi à garder Balerdi qui était quand même courtisé, on parlait de l'Atlético, on parlait de l'AS Rome, donc ton capitaine reste une saison de plus, ça montre encore une fois que l'OM est de plus en plus attractif et que ce projet est très intéressant pour les joueurs parce qu'il y a des joueurs qui restent des années. Balardi, ça fait déjà peut-être 5-6 saisons qu'il est à l'OM et ça montre que les jeunes peuvent rester du côté de l'OM, que c'est pas juste un club tremplin comme peuvent l'être de nombreux clubs de Ligue 1. Donc on a réussi à garder notre capitaine malgré les intérêts d'autres clubs le concernant. On a réussi à recruter un défenseur phare de notre Ligue 1 avec Facundo Medina, même si l'achat reste un peu onéreux, mais ça reste un joueur international argentin, comme je le disais hier, qui était patron de la défense du côté de Lens, qui a joué la Ligue des Champions avec Lens. C'est un transfert intra-Ligue 1, donc c'est normal que ce soit aussi onéreux. Egan Riley, un jeune joueur. La rumeur Ordonez, lui aussi, jeune, prospect, qui joue dans un championnat dit tremplin, le championnat belge, qui vend ses joueurs à prix d'or, de pouvoir s'aligner sur un Ordonez qui normalement serait parti en première ligue pour une somme assez élevée, et bien ça montre aussi que tu es très attractif et que tu peux t'aligner sur d'autres clubs. Donc globalement, je trouve qu'au niveau de la défense centrale, il y a beaucoup de preuves d'attractivité, il y a aussi beaucoup de preuves du bon travail qui est réalisé par la direction. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, sur la défense centrale, il faut s'attarder sur le flanc gauche. Parce que même sur le flanc droit, c'est intéressant. Tu as Amir Murillo qui a connu une forme de continuité et de confiance la saison passée. Il y a Timothy Weah qui vient en tant que piston, donc c'est un profil assez différent. Donc globalement, dans l'axe et sur le côté droit, on a quand même des choses assez intéressantes, même si je trouve que dans l'axe, le travail a vraiment été très bien fait. À gauche, il y a quand même quelques zones d'ombre avec Merlin qui est parti du côté de Rennes. Pour un transfert intra-Ligue 1, j'aurais aimé qu'on encaisse beaucoup plus d'argent sur Quentin Merlin parce que ça reste un jeune joueur qui est venu quand même pour une dizaine de millions en provenance de Nantes il y a 1 an et demi. Je m'attendais quand même à ce que l'OM le vende encore plus cher, d'autant plus que Rennes a des moyens. Rennes a mis énormément d'argent sur le salaire de Seko Fofana, Rennes a mis énormément d'argent sur Brice Samba, a mis énormément d'argent encore récemment sur Frankowski, donc c'est un club qui a tout de même des moyens à disposition. Rennes, et je pense qu'on aurait pu les faire cracher un peu plus quand même sur ce transfert-là. Là aussi, d'autant plus qu'on parle d'un jeune joueur qui est international espoir, qui a fait un très bel Euro espoir l'été dernier, donc là aussi, je me demande comment est-ce que l'OM n'a pas pu en tirer un peu plus tout de même, mais là aussi, il y a des petits problèmes du côté de l'OM sur la capacité à vendre, à part Eli Wahi qui a été très bien vendu. Tu as vendu somme égale à laquelle tu l'avais acheté, donc ça a été plutôt bien joué de la part de la direction. Je trouve qu'au niveau des ventes, on est encore un peu en difficulté, ça s'est vu avec Quentin Merlin. Mais globalement, sur le côté gauche, on a un Ulysse Garcia qui était au loft quand même au début de l'ère de Zerbi la saison passée, qui était rentré face à Lyon, qui avait marqué, ça avait lancé son aventure sous le coach italien. Mais globalement, c'était un joueur qui avait été énormément critiqué pour ses limites. On se rappelle qu'il vient lors du mercato hivernal de la saison 2023-2024. Il ne joue pas beaucoup lorsqu'il arrive parce que Jean-Louis Gasset opte pour un système avec un piston. C'est là que Luis Enrique se révèle aux yeux de l'Europe, j'ai envie de dire, sur cette campagne de Ligue Europa sur le flanc gauche, dans ce rôle de piston. Donc Ulysse Garcia n'avait pas vraiment
l'occasion de s'exprimer. Il était au loft sur le début de la saison 2024-2025. Il est sorti de ce loft suite à sa très belle rentrée face à Lyon et derrière c'est devenu vraiment le joueur d'équilibre du système de De Zerbi sur le flanc gauche, même si Quentin Merlin lui était souvent préféré. Mais globalement sur la fin de saison, il a commencé à beaucoup plus jouer et à gagner beaucoup d'importance dans le vestiaire. Il a aussi été très bon pour dépanner dans la défense à 3 à une époque où De Zerbi jouait encore dans une défense à 3. Il était axe gauche. Je me rappelle d'un match face à Monaco où l'OM a totalement coulé, défaite 3-0 du côté de la Principauté, où ça avait été l'un des seuls à tenir la baraque. Derrière, dans le duel face à Akliouche, dans le duel face à Mika Birel, je l'avais trouvé très intéressant. Donc c'est un joueur aussi qui peut vraiment s'exporter, qui peut aussi être très polyvalent, qui est une forme de couteau suisse. Ça n'a rien à voir avec sa nationalité bien sûr, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très polyvalent et c'est un soldat. Mais surtout c'est un joueur d'équilibre, c'est un joueur de groupe. Maintenant, dans l'optique de disputer une campagne de Ligue des Champions, est-ce que ça suffit d'avoir un joueur d'équilibre, un joueur de groupe, un joueur soldat sur le flanc gauche? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher davantage de talent? D'ailleurs ça va dans ce sens puisque De Zerbi a dit qu'un arrière gauche allait arriver de toute façon, mais la question qu'on se pose dans cette vidéo, c'est est-ce que Ulysse Garcia peut vraiment devenir l'arrière gauche titulaire? Ce serait la renaissance ultime pour un joueur qui a été énormément critiqué pour ses lacunes techniques et à juste titre. C'est vrai qu'on ne peut pas demander à Ulysse Garcia de porter le ballon, on ne peut pas lui demander d'avoir de folles envolées avec la balle au pied, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un foudre de guerre sur le plan technique au niveau de la conduite de balle, de la coordination, mais c'est un joueur sur qui tu peux compter, là aussi comme je l'ai dit. C'est un joueur qui va tout donner de la première à la 90e minute. Et la question, c'est de se dire, est-ce qu'un joueur soldat, ça peut suffire sur une campagne de Ligue des Champions? Là, on l'a vu un peu dans un rôle très spécifique sur les matchs amicaux, notamment sur le match face à Séville, où il prenait beaucoup plus l'axe pour laisser vraiment la largeur à Jonathan Rowe. Donc c'est vrai que c'est pas un arrière-gauche dit classique. C'est pas l'arrière-gauche qui va déborder, qui va manger la ligne. C'est vraiment un rôle plus spécifique que lui demande De Zerbi, c'est-à-dire de laisser la largeur à un Jonathan Rowe qui est supersonique, qui va pouvoir aller créer de l'espace dans cette profondeur et dans cette largeur, et lui venir un peu plus dans l'axe du terrain, créer du surnombre un peu plus dans l'axe bien sûr, et puis essayer de lancer Jonathan Rowe, d'autant plus que sur le plan humain, sa relation avec le jeune international espoir anglais, elle est très bonne, et là aussi ça permet de souder le groupe et d'être beaucoup plus performant sur le terrain. Mais voilà, Ulysse Garcia c'est un joueur soldat, c'est un joueur qui s'entend avec tout le groupe, mais les limites d'Ulysse Garcia c'est que c'est un joueur qui n'était pas destiné à la base à être titulaire en Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Est-ce que dans ce projet marseillais où il y a quand même pas mal d'argent qui commence à couler, où il y a quand même des joueurs d'un standing très élevé qui commencent à arriver, est-ce que Ulysse Garcia peut être titulaire? Il y a aussi évidemment la possibilité Facundo Medina, l'international argentin peut évoluer sur le flanc gauche, donc il viendrait un peu sur une défense Balerdi-Ordonez si l'équatorien vient à signer. Medina s'exporterait sur le côté gauche, ça peut être une option aussi, même si je pense que Medina vient pour jouer en défense centrale aux côtés de son compatriote Balerdi. Je pense que si aucun arrière gauche n'arrive d'ici 20 jours, ça peut être une option viable pour Roberto De Zerbi que de mettre Medina sur le côté gauche. J'en parlais hier, repasser à 3, c'est aussi une option, avec Medina, Balerdi, Ordonez et un piston gauche comme Timothy Weah par exemple, à la manière d'Amar Dedic, un ailier un peu faux pied. Ça pourrait être intéressant aussi d'avoir un Weah sur le côté gauche parce que c'est très intéressant. Dans sa conférence de presse, l'international américain, il dit De Zerbi me voit comme un piston. Il dit pas il me voit comme un piston droit. Il dit me voit comme un piston tout court. Donc ça peut être piston droit, ça peut être piston gauche là aussi, à la manière d'un Amar Dedic la saison passée qui évoluait faux pied sur le côté gauche, même si c'est vrai, on va pas se mentir, ça n'a pas été extrêmement concluant pour l'international bosniaque. Mais globalement, je trouve que ça peut être une option que d'avoir Ulysse Garcia titulaire. Moi personnellement j'irai chercher un latéral gauche et je pense que ça va dans ce sens là. Il y a pas mal de joueurs sur le marché, je pensais à Carlos Augusto de l'Inter Milan qui est la doublure de Di Marco, qui a l'habitude de jouer dans un système à 3, qui peut aussi jouer dans un système à 4, qui est bon offensivement, qui est solide défensivement, même s'il peut être un peu lent, mais je pense qu'aller chercher un latéral de l'équipe qui vient d'aller en finale de Ligue des Champions, ça peut être pas mal. Du côté de Liverpool, il y a 3 latéraux gauche, il y a Robertson, Kirkez et Tsimikas. Miser sur Tsimikas, ça peut être aussi une option viable pour l'Olympique de Marseille. Donc là on parle vraiment des remplaçants dans les gros clubs que l'OM pourrait aller chercher à bas coût sur une fin de mercato où ces clubs-là souhaiteraient s'en débarrasser. Puis il y a aussi d'autres latéraux dits rookies un peu plus jeunes. Je pensais notamment à un Melvin Barr qu'on pourrait aller chercher du côté de Nice, même si ça me paraît compliqué de voir le jeune français signer du côté de l'OM en fin de mercato. Mais globalement, voilà, moi j'irais plus opter vers un joueur d'expérience quand même d'un gros club qu'on prendrait sur la fin du mercato pour débarrasser ces clubs-là de joueurs dont ils ne veulent plus, pour offrir une porte de sortie en vue de la Coupe du Monde aussi à ces joueurs-là. Carlos Augusto, il veut sûrement jouer la Coupe du Monde avec le Brésil, donc ça peut être une option viable bien sûr. Leur offrir un projet avec un club qui veut jouer la Ligue des Champions. Donc c'est vraiment les deux options sur lesquelles j'aimerais me pencher pour l'OM, c'est Tsimikas et Carlos Augusto, parce que c'est des joueurs qui vont avoir besoin de temps de jeu en vue de la saison prochaine, qui vont être ouverts
à certains projets. Je pense que le projet de l'OM il reste intéressant pour un joueur qui est remplaçant dans un gros club. C'est vraiment les deux options que j'étudierais vraiment pour l'OM, Tsimikas et Carlos Augusto. Je pense que ça peut être super intéressant pour le club de la cité phocéenne. Maintenant voilà, est-ce que Luis Garcia peut être titulaire du côté de l'OM cette saison? Je pense que ça va être un peu limite, mais ça peut être le soldat sur lequel tu peux t'appuyer. Si tu repasses à une défense à 3, il peut être dans l'axe gauche. Sur les matchs de Ligue 1 avant les grosses échéances de Ligue des Champions, il peut être titulaire pour dépanner, mais je pense pas que ce soit un joueur sur lequel tu puisses t'appuyer sur les gros déplacements en Ligue des Champions. Il va falloir soit recruter un latéral de meilleure qualité selon moi, qui a une palette un peu plus large, soit essayer de le mettre en doublure là aussi. Donc la réponse c'est non. Je ne pense pas que Luis Garcia puisse être titulaire indiscutable sur le flanc gauche de l'OM. Je pense qu'il y a quand même beaucoup trop de lacunes techniques, même si dans le groupe, en termes d'équilibre, si on parle du soldat qui est Luis Garcia, je pense qu'il faut absolument le garder parce qu'il a toujours été irreprochable bien sûr et qu'on essaye en tant que supporter marseillais de ne pas être ingrat. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire un peu ce que vous pensez du chantier du flanc gauche de l'Olympique de Marseille en vue de la saison 2025-2026. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.